Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le fluff du nouveau codex Adeptus Mechanicus en suivant justement les pages et la présentation choisie par Games Workshop et puis en y allant de quelques petits commentaires assez personnels. Alors là, cette première page qui va vous donner le ton en fait sur l'armée, pour ceux qui découvriraient en fait l'Adeptus Mechanicus, eh bien on vous dit que le doute est la chose la plus abominable pour l'Adeptus Mechanicus parce que tout est régi uniquement par les lois mathématiques, les lois de la science, et c'est ce qui prédomine vraiment, donc aucune émotion, les émotions aussi, alors ils en parlent pas en ces termes, mais c'est vrai que c'est ce qui est sous-entendu, c'est qu'il ne doit y avoir aucune émotion, chaque choix doit être le résultat en fait d'un processus mathématique, et les lois des statistiques l'emportent sur le libre arbitre. Alors bien sûr après, comme on est au 41e millénaire, et bien cette précision et cette rigueur scientifique s'est transformée en religion, et l'Adeptus Mechanicus est une religion qui existe. Alors c'est assez intéressant ce côté dualité qu'il peut y avoir au sein de l'Imperium, parce que normalement tout l'Imperium doit être soumis au divin empereur, et en fait pour l'Adeptus Mechanicus, on est que c'est un petit peu différent parce qu'il croit plutôt au dieu machine, à la force du dieu machine, et bien du coup l'empereur est considéré comme l'omnimessie, donc à savoir le détenteur du savoir de la machine, et de ce fait on tolère en fait leur existence. Enfin vous voyez, c'est encore un petit peu la même chose, c'est étant donné que l'Adeptus Mechanicus est vraiment extrêmement utile, voire indispensable à la survie de l'Imperium, et bien on va leur tolérer moyennant une petite bidouille en mode allez t'inquiète l'Empire, enfin l'empereur c'est le dieu machine. Ok, l'omnimessie, ouais, ok, allez, ça match. Du coup, ils se mettent d'accord et puis ça réussit à aller de l'avant. Vous voyez, comme quoi, quand il y a des bonnes motivations, il y a toujours moyen de trouver un terrain d'arrangement. Alors après, cette religion, eh bien, elle ne prend pas, bien sûr, sur l'individualité. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, en fait, dans l'Imperium. Mais là, avec l'Adeptus Mechanicus, c'est même le côté humain, en fait, qui est en deçà, en fait, du côté machine. Et c'est vrai qu'on va avoir tendance à trouver des personnes qui vont vouloir aller au-delà, dépasser, en fait, le simple stade d'humain qui n'est que biologique. Donc, c'est une abomination pour l'Adeptus Mechanicus. Et plus vous allez monter comme ça un petit peu, on le reverra tout à l'heure, mais dans la hiérarchie, plus vous allez essayer de vous séparer en fait de tout ce qui est constitution biologique, parce que la chair est faible et la machine est forte. Alors bien sûr, tout ça, ça se fait au détriment des sentiments humains, et seul compte la dominance de l'esprit de la machine et de la logique. Alors première chose qui est importante de noter, c'est que tout ce qui est technologie en fait n'est qu'un relégat de ce qu'il y avait il y a 10 000 ans. Et en fait, les technoprêtres maintenant ne sont que des sortes d'aumôniers en fait qui observent des rituels très précis, et chaque chose en fait est ritualisée. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que même quand il y a une pile à changer dans une batterie, eh bien il faut que ce soit une cérémonie religieuse que seul un technoprêtre assermenté peut réaliser. Donc vous voyez, vous imaginez s'il faut changer une ampoule, c'est ce principe-là, et ça va même au-delà. C'est au-delà de ce côté très ritualisé. En fait, c'est parce que l'humanité, donc l'Adeptus Mechanicus, a perdu en fait ses connaissances, et la plupart du temps, ces rituels sont là pour préserver en fait une procédure, et cette procédure, comme ils ne la comprennent pas, ils ne peuvent pas dévier en fait, et du coup ça devient dogmatique, et il faut absolument que ce soit respecté à la lettre, parce que en fait, comme on ne sait pas vraiment ce qu'on fait et pourquoi on le fait, si les gens viennent à se détourner en fait un petit peu de ça, on ne saurait pas forcément réparer les choses. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que l'Adeptus Mechanicus ne va pas chercher à progresser technologiquement, mais au contraire va essayer de se rapprocher le plus possible de ce qui se faisait il y a 10 000 ans. Alors après, on nous rappelle qu'il y a cette interdépendance, c'est-à-dire que l'humanité tolère le culte de la machine et l'Adeptus Mechanicus parce qu'ils ont nécessairement besoin de la technologie, des vaisseaux spatiaux, des moteurs à énergie, enfin de tout ce qui existe dans l'Imperium, tout ce qui est machine, est traité par l'Adeptus Mechanicus. Et puis à l'inverse, en fait, le savoir de l'Adeptus Mechanicus ne peut être préservé que par les forces militaires de l'Imperium. Alors même si l'Adeptus Mechanicus a le droit en fait d'avoir sa propre armée, et du coup on va retrouver, c'est typiquement le but de ce codex là, c'est de jouer une armée de l'Adeptus Mechanicus, il y a quand même ce besoin en fait en troupes, ce besoin en certains vaisseaux spatiaux. Alors c'est un petit peu quand même ambigu la dépendance inverse, parce que la plupart en fait des combattants d'Adeptus Mechanicus sont typiquement des Skitarii, et les Skitarii, c'est ni plus ni moins qu'un humain qui a été
assez lobotomisé, enfin on n'est pas vraiment dans la lobotomie, mais on est sur une sorte de programmation en fait de comportement, et c'est pas comme dans la garde impériale où on va avoir des comportements instinctifs, voilà. Là on va vraiment être sur une exécution d'un ordre, voilà. Et le remplacement aussi, là encore une fois, de la plupart des typiquement les bras, les jambes sont remplacés en fait par des prothèses augmentiques pour pouvoir marcher plus longtemps, être moins fatigué, mieux visé, etc. Et du coup voilà, on a la limite entre est-ce que c'est encore un humain, est-ce que c'est plus une machine, et puis plus le temps passe et plus justement on évolue au sein de l'armée, et plus on va se transformer vraiment en machine pour terminer par être juste vraiment une machine avec peut-être quelques éléments de cerveau encore humain et encore. Hein. Et après, une des autres particularités en fait, c'est que après les Skitarii, qui sont ni plus ni moins que des humains modifiés, on a aussi la Legio Cybernetica. Et la Legio Cybernetica, cette fois-ci, c'est vraiment des machines totales. Donc ce ne sont pas des machines pensantes parce que l'intelligence artificielle telle qu'elle est bannie au sein de l'Imperium, mais en fait ce sont des machines qui sont programmées pour une tâche, un peu comme votre aspirateur à la maison, hein, celui qui est autonome. Mais là en fait ces machines sont programmées évidemment pour tuer, mais sans libre arbitre, juste avec un choix en fait déjà guidé et une programmation tout simplement. Et puis pour terminer, l'Adeptus Mechanicus va prendre aussi différentes formes, avec bien sûr la Collegia Titanica. Donc ça c'est tout le pan Adeptus Titanicus par exemple, donc les titans, les Warhounds, etc., les Reavers, sont dépendants forcément d'Adeptus Mechanicus. On vous parle aussi de l'Ordo Reductor, voilà, qui est spécialisé sur la gestion de sièges. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est le Centurio Ordinatus, parce que si vous avez joué à Epic, si vous connaissez Epic, vous vous rappelez en fait des Ordinatus, qui sont des sortes de grandes machines de siège et qui a priori qui sont même encore plus rares que les titans. Les titans c'est révéré, c'est incroyable, c'est divin. Et bien l'Ordinatus est encore au-dessus parce que c'est la plus grosse machine de destruction terrestre qui existe au sein de l'Imperium. Alors après on arrive sur une des illustrations les plus emblématiques pour moi même de Warhammer 40 000, à savoir Mars. Voilà, donc la planète Mars avec ce crâne comme ça qui regarde vers l'infini. Et en fait on vous parle un peu de ce qu'était en fait la planète rouge. Donc bien sûr ça a été une des premières colonies en fait de l'humanité, à l'âge justement où l'humanité était pleine d'espoir, voilà. Malheureusement, comme très souvent, en fait les guerres ont mené à plus ou moins la destruction de tout l'écosystème de la planète, et puis en fait les gens se sont retrouvés à devoir vivre en sous-sol et privés de beaucoup de choses. Évidemment, seuls ceux qui avaient accès encore à des technologies qui permettaient de survivre ont pu survivre justement à cette période assez difficile, et de fait la technologie a été associée dans l'esprit humain, enfin dans l'esprit des colons qui étaient sur Mars, à la survie en fait de l'humanité. Alors bien sûr après la planète a été complètement recouverte en fait d'installations technologiques, donc on peut vraiment imaginer ça comme une usine géante, mais géante, je pense qu'on est encore loin du terme, un monde forge, tout simplement, c'est comme ça que ça s'appelle, parce que l'ensemble du sol est constitué en fait de zones, le sous-sol est utilisé. On va voir aussi que l'anneau de fer qui entoure en fait aussi bien Mars que son satellite en fait Phobos est constitué de beaucoup d'installations, que ce soit des installations de défense, des installations trop dangereuses pour être mises sur le sol et autorisées sur le sol de Mars, donc je vous laisse imaginer. Et puis bien sûr l'endroit où on va construire les plus grands vaisseaux, et la plupart des Starfor, tout ce qui va constituer l'armada, et bien du coup est construit en orbite autour des anneaux. Après ce monde n'est pas unique, parce que évidemment quand l'Adeptus Mechanicus se répand sur nos planètes, ils vont avoir tendance justement à pas terraformer, mais à alors marsoformer, je sais pas comment on dit ça, mais à transformer le monde pour qu'il devienne à l'image en fait de la planète Mars, donc un monde forge, un monde où tout le côté biologique évidemment va être passé de côté, primauté bien sûr à l'utilisation des ressources premières, de tout ce qui peut être utilisé en fait sur la planète, et puis bien sûr peu importe la vie qu'il y avait sur cette planète là, et de fait tous les mondes forges vont retrouver plus ou moins cette apparence en fait qu'à Mars. Après on parle aussi de l'administration de la planète qui est faite par le fabricateur général,
fabricateur général qui siège en haut du mont Olympe et qui a de fait, de par l'importance de l'Adeptus Mechanicus, eh bien un siège permanent à la cour des hauts seigneurs de Terra. Alors Mars, c'est bien sûr une planète qui est la représentante en fait du dieu machine. Malgré tout, comme on reste quand même sur l'humanité, et bien en fait dans les côtés pervers de l'humanité, normalement, censément, chaque monde forge doit eh bien donner toutes ces technologies découvertes et en référer en fait à Mars, mais en fait malgré tout, avec des tensions commerciales, des tensions de pouvoir évidemment, eh bien les découvertes ne sont pas forcément toujours transmises à Mars et voilà, il peut même éclater des petites guerres justement entre différents mondes forges qui du coup auraient des contrats commerciaux qui seraient en opposition. Donc oui, vous pouvez tout à fait jouer Mechanicus contre Mechanicus, pas de souci. Et puis comme vous êtes habitué à la politique, ça n'a pas évolué au 41e millénaire, et bien le fabricateur général, lui, en fait pour asseoir bien évidemment sa position, il va souvent manipuler les intérêts des différents mondes forges et en favoriser un à certains moments, et puis après justement dire t'as vu lui comme il est favorisé et tout, moi si tu veux je te propose autre chose, et puis essayer toujours comme ça de jouer de son influence pour tout simplement garder sa place en fait et garder son pouvoir. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est... Alors ils ont vraiment dû imaginer quelque chose très loin, parce que pour aller réfléchir comme ça à des gens qui seraient en contrôle et qui voudraient garder leur place juste pour l'attrait du pouvoir, c'est vraiment horrible Warhammer 40 000. Heureusement, ce n'est qu'un jeu. Donc après, il y a un petit peu d'historique justement relatant l'ère des luttes, etc. À l'époque où l'humanité sur Terra était en passe de péricliter, l'Adeptus, enfin, c'était pas encore l'Adeptus Mechanicus, mais le culte des prêtres de Mars, en fait, eux, voilà, c'était déjà bien développé. Et puis on vous dit que certaines technologies ont été reprises en fait, j'allais dire aux humains, mais à ceux qui étaient encore sur Terre. Et puis voilà, tout simplement en attendant que ça se tasse un petit peu. Après, ce qui s'est passé, eh bien évidemment l'arrivée de l'empereur. Et puis l'empereur, une fois qu'il avait complètement unifié l'humanité sur Terre, eh bien son regard s'est porté vers les étoiles et bien sûr vers Mars, qui était juste à côté. Et puis bien sûr, il savait en fait tout le potentiel et puis le côté indispensable de l'Adeptus, enfin j'ai encore de l'Adeptus Mechanicus, mais du culte de la machine. Et puis c'est à ce moment-là où ils ont, l'empereur a été voir les prêtres. Et puis il y a ce côté, comme je vous disais tout à l'heure, le côté omni-messie, on va dire bon allez d'accord, on va dire que c'est l'omni-messie parce que l'empereur, soi-disant, il sait réparer toutes les machines. Là c'est pas présenté comme ça, mais c'est ce qu'il y avait dans les précédents codex ou précédentes publications, où ce qui avait ce qui avait été incroyable pour les prêtres des Mechanicus, c'était que l'empereur était capable de comprendre consciemment vraiment le fonctionnement en fait de toutes les machines, et du coup étant détenteur de ce savoir, il était reconnu comme l'omni-messie, à savoir celui qui vraiment avait la connaissance absolue sur le dieu machine et les rouages en fait de la machine. Alors c'est vrai que depuis le début je vous ai beaucoup parlé des technoprêtres, mais en fait les technoprêtres c'est qu'un ordre à travers toutes les forces de l'Adeptus Mechanicus, et c'est juste en fait les gardiens, la strate gouvernante, en fait ceux qui vont avoir en fait le maximum de pouvoir. Donc dans cette partie en fait on va vous présenter justement les particularités d'un technoprêtre. Déjà, ça va être sur son mode de communication. Il va essayer de s'éloigner justement du langage humain, mais en gardant quand même quelques traces. Mais le but dans tout cela, c'est justement de s'éloigner du côté humain, du côté même biologique, parce que certains modes en fait de communication ne sont accessibles que par les personnes qui ont des augmentiques, c'est-à-dire des implantations mécaniques qui leur permettent justement, soit d'entendre, soit de correspondre aux fréquences, etc. Et c'est vrai que cette façon de s'éloigner en fait justement de la masse de l'humanité, ça leur donne aussi ce pouvoir d'avoir la possibilité de communiquer et plus efficacement en ce qui concerne les transmissions de l'information, parce qu'en ce qui concerne les transmissions des sentiments, je ne suis pas sûr, mais en même temps ce n'est pas du tout le but du Mechanicus. Il y a vraiment cette notion de je m'élève au-dessus de l'humanité grâce justement à la machine. Et toujours dans cette même veine, on vous présente aussi ceux qui vont aller de plus en plus loin, j'en ai déjà parlé, qui vont remplacer en fait toute leur partie biologique pour aller vers l'essentiel, et la plupart en fait même se débarrassent de leur tête en ne gardant que le cerveau, afin aussi de se débarrasser en fait des émotions que peuvent véhiculer en fait le visage. Et ça, je trouve ça assez intéressant, parce que il y a cette notion de certes on va dire qu'un bionique va être plus efficace qu'un œil, mais au-delà de ça, il y a ce côté justement non-émotion qui pourrait justement apparaître à travers le visage, les yeux, ça disparaît et c'est mis de côté au profit justement de la logique de la machine. Bon après, comme bien évidemment dans Warhammer 40 000, on va bien
bien sûr vous parler du côté guerrier un petit peu de l'Adeptus Mechanicus, et puis les technoprêtres ne dérogent pas à la règle, et bien sûr vont faire souvent étalage de leur puissance, parce que c'est pour eux une façon de montrer en fait la supériorité du culte de la machine, à travers justement la guerre et son potentiel de destruction. Donc si je tue mieux que toi, c'est sans doute que ma doctrine est meilleure. Alors après les technoprêtres, on vous présente les légions Skitarii, qui sont le cœur de l'armée de l'Adeptus Mechanicus, avec cette façon de présenter un peu toutes les unités du codex que vous allez avoir. Donc là encore une fois, pas de personnes qui vont s'enrôler en fait naturellement dans les forces de l'Adeptus Mechanicus, mais on vous explique que ce sont la plupart du temps en fait soit des serviteurs qui ont été punis entre guillemets et engagés dans les forces Skitarii, soit directement un petit peu à la façon d'un clone noir, directement des clones élevés en couveuse en fait pour devenir justement des serviteurs du dieu machine. Malgré tout, il y a toujours une part d'humanité en eux, et cette part d'humanité elle va être utile justement pour remplacer une certaine intelligence artificielle qui ne peut pas être développée, et de fait il va y avoir en fait des Skitarii qui vont avoir un degré de liberté un peu plus grand, surtout en fait dans la façon d'adapter en fait leur style de combat à l'ennemi qui est juste devant eux. Et on a donc l'alliance entre l'intelligence humaine qui va certainement servir sur des causes qui ne peuvent pas être préprogrammées à l'avance, et puis rendues beaucoup plus fortes par toutes les augmentations mécaniques qui vont remplacer les faiblesses du corps. Après, les légions Skitarii, il faut aussi prendre en considération le fait que c'est ni plus ni moins qu'un outil, donc il n'y a aucune considération pour ces forces-là. Alors déjà que dans l'Imperium et dans l'Astra Militarum, les gardes impériaux s'en fichent un petit peu, là c'est encore pire parce que ils ne sont là que comme des rouages d'une machine, ils sont considérés comme une machine, ils n'ont pas d'appartenance, ils n'ont pas forcément de nom, ils n'ont qu'une dénomination, et en fait ils sont même là simplement des fois pour servir de tests et de statistiques. Donc c'est-à-dire qu'on va envoyer des Skitarii, toujours plus, ils sont décimés, et on va analyser en fait ce schéma-là, et les informations en fait vont être compilées, et puis la perte de centaines et de milliers, voire de millions de Skitarii ne signifie rien du moment que l'information a pu être justement obtenue. Après, on vous présente un petit peu rapidement les armes de l'Adeptus Mechanicus, qui sont assez ésotériques, avec malgré tout un certain petit cachet, parce que vous voyez dans le design, il y a toujours ce côté un petit peu avec les petits arabesques, un petit peu plus raffiné que ce qu'on va trouver justement sur l'Astra Militarum. Alors cette page qui est orientée vers la zone de guerre Metallica, on va simplement parler du premier supplément, le secteur Charadon, qui explique en fait comment la Death Guard est venue s'attaquer à Metallica, pas directement, mais à travers justement d'autres planètes du secteur pour affaiblir au fur et à mesure les défenses de Metallica, et puis faire en sorte que les renforts qui aillent sur ces planètes-là sapent un petit peu les défenses en fait directement de Metallica. Alors ce passage, honnêtement, il n'est pas très intéressant. On vous dit simplement que le but en fait était de sauver des technologies extrêmement rares en fait pour extraire le minerai, des machines dont on ne connaît pas trop l'utilité, des assembleurs atomiques, des choses comme ça, des fondeuses atomiques. Alors peut-être que c'est justement le dessin qui est là, qui est très joli et qui donne vraiment envie. Mais pas beaucoup plus d'informations, si ce n'est qu'on parle un peu encore des ordinatus. Donc peut-être qu'un jour, on aura ce magnifique ordre et ces véhicules peut-être qui sortiront, je ne sais pas. C'est vrai que Apocalypse c'est un peu moins mis en avant par Games Workshop, mais moi je garde espoir de retrouver de temps en temps des super lourds comme ça. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de grosses machines, alors qu'avant c'était assez poussé en avant, on avait les Ben Blade, on avait des grandes choses comme ça qui sortaient. Là maintenant c'est un peu moins le cas, mais si un jour ils sortent un Ordinatus, croyez-moi je serai le premier heureux. Bon, encore une fois, cette double page elle est là uniquement pour vous montrer que les pertes humaines sont complètement accessoires, et que le but c'est bien évidemment de préserver la technologie qui ne savent pas refaire, donc des technologies qu'ils ne peuvent que réutiliser. D'ailleurs ça me fait penser à quelque chose qui m'avait souvent marqué sur Warhammer 40 000, c'était, alors je crois que c'était vraiment aux origines en fait, ils expliquaient que tous les moteurs antigraves étaient dans un grand espace en fait, dans un endroit, tous les moteurs antigraves étaient là en train de flotter dans une sorte de grand puits, et qu'à chaque fois qu'ils construisaient en fait un vaisseau, ils venaient justement récupérer un des moteurs antigraves. Et ça c'est vrai que pour moi c'était vraiment très marquant, parce que on voyait vraiment la notion de la rareté en fait de la technologie. Bon, après depuis on a vu des tas de choses antigraves qui sortaient, toujours de plus en plus, et puis avec
voilà, les Primaris et Belisarius School, voilà, on sait que le côté répulsor, etc., c'est pas vraiment compliqué à faire pour lui. Alors on va retourner sur les unités de l'Adeptus Mechanicus qui sont présentes directement dans le codex. Donc on va commencer avec les serviteurs. Donc dans les serviteurs, on va avoir plusieurs choses. D'abord les cataphrons, donc tous ceux qui sont là sur des chenilles. Voilà, on vous dit que c'est encore une fois, on va retourner un petit peu en rond, mais c'est toujours le même système, c'est-à-dire que eh bien on les envoie tels des munitions en fait, épuiser en fait l'adversaire, et puis après on vient récupérer ce qui reste. La plupart du temps, le côté biologique, eh bien on s'en débarrasse, et puis on va récupérer en fait les pièces encore utilisables de la machine pour pouvoir les regreffer sur un autre serviteur et créer comme ça un cycle de réutilisation assez écologique en tout tel. Ensuite, on a les ferro-échassiers. Les ferro-échassiers, c'est tout ce qui est ballistari, là, les dragounes. Donc, ce qui est assez intéressant, un petit peu mis un peu plus en retrait, c'était le fait que ces machines en fait ont un mouvement perpétuel. Donc elles sont toujours en mouvement et qu'on vient remplacer en fait au fur et à mesure les pièces défaillantes, à savoir les composants humains qui sont dans ces machines-là, et que la machine en fait continue, elle, tout le temps, inlassablement d'avancer. Voilà, donc petite présentation de l'unité. Et après, ce qui est assez sympa, c'est celle sur les électroprêtres, parce qu'il y a deux courants de pensée. Ça, c'est assez bien fait, j'aime bien ce côté opposition. Donc d'un côté, on a les corpus cari qui, eux, pensent qu'en fait qu'il faut répandre l'énergie de la force motrice. Donc en fait, c'est ceux qui vont accumuler de l'énergie et puis l'offrir généreusement à leurs ennemis afin qu'ils connaissent une extase lumineuse et un afflux d'énergie extrêmement important avant de bien sûr disparaître dans d'atroces souffrances. Et puis à l'inverse, on va avoir les fulgurites qui considèrent qu'il ne faut pas gaspiller la force motrice et que c'est un don divin qu'il faut justement économiser. Et eux, au contraire, ils vont aller aspirer la force motrice de leur adversaire pour la récupérer. Donc deux façons de faire vraiment aux antipodes et qui sont assez sympas justement dans ces unités parce qu'elles représentent bien leur rôle sur le champ de bataille et puis des façons vraiment différentes d'appréhender vraiment la même chose. Donc c'est assez intéressant, j'aime bien ça. Alors on revient un peu sur la Légion Cybernetica, celle qui moi m'attire assez particulièrement, et on va vous parler des robots Castellan. Alors robots Castellan, là encore, c'est une technologie qui a été perdue par l'Imperium depuis longtemps et par l'Adeptus Mechanicus, donc ils ne savent pas en reproduire. Malgré tout, ils continuent à les utiliser en fait au combat. Et ce qui est assez amusant, c'est que on vous donne quelques exemples en fait de la programmation en fait des robots. Donc bien sûr, ça correspond aux ordres que vous pouvez leur donner en termes de jeu. Et ce qui est assez important en fait de comprendre, c'est que il n'y a pas moyen de changer cette programmation une fois qu'elle est en cours, si ce n'est par changer physiquement en fait des pièces, des cartes, vraiment comme s'il fallait changer la carte mémoire directement de la machine sur le champ de bataille. Et c'est pour ça qu'il y a les compilateurs cybernétiques qui sont les technoprêtres qui sont juste à côté en train de donner justement les ordres, et sans eux, la machine va continuer à exécuter le même ordre, même si il n'y a plus du tout de raison de le faire. C'est-à-dire que si à un moment donné l'ordre est de attaquer une ville pour en déraciner l'adversaire, même si l'adversaire est vaincu, tant qu'il n'y a pas de modification de cet ordre, les machines vont continuer à raser la ville assez inlassablement. Alors ce petit passage, il vous rappelle que à l'époque du Moyen-Âge technologique, certains ont essayé de donner une intelligence en fait à la machine, que bien sûr ça s'est retourné contre eux, qu'il y a eu de grandes guerres, que malgré tout d'autres ont essayé de poursuivre en fait ces études en essayant de se dire qu'ils allaient éviter justement les erreurs en fait de leurs ancêtres. Malgré tout, ça n'a jamais fonctionné, mais, et ça c'est assez intéressant, ça peut être une bonne piste pour le futur. On parle du maître de guerre Horus, qui lui par contre bien évidemment se moquait en fait des risques et a continué à protéger en fait ceux qui faisaient des recherches justement sur l'intelligence artificielle, et que ça a donné justement naissance à tout ce qui est Dark Mechanicum, le Mechanicum noir, voilà. Et je pense que peut-être à un moment donné ça va pouvoir ressortir et que on est nombreux à l'attendre, et je pense que un codex Adeptus Mechanicus noir serait vraiment une bonne chose, parce que ça apporterait déjà des figurines avec vraiment beaucoup de caractère, parce que là on aurait et le côté mécanique et le côté un petit peu intelligence artificielle, le côté un peu démoniaque, un petit peu à l'image des machines démons, Centaurus, Ferocerberus, ce genre de choses, ou un Eldrake, voilà. Plus de machines de ce type là, franchement moi je ne serais vraiment pas contre. Donc
voilà, peut-être que c'est une piste qui peut nous laisser espérer d'ici quelques années peut-être le Mechanicum noir. Alors ce passage sur les flottes Explorator, moi il m'a bien plu parce qu'en fait il met un petit peu plus en avant une facette qu'on avait un peu moins l'habitude de voir et qui a été quand même pas mal développée assez récemment, c'est justement toutes les flottes Explorator. Alors qu'est-ce que c'est? Typiquement c'est un vaisseau monde, c'est un monde forge qui va donner une mission en fait à une flotte qui se doit d'être complètement indépendante. Donc bien sûr elle va œuvrer sur des dizaines d'années, centaines d'années, voire plus, tant qu'elle n'a pas accompli son but, ou peut-être qu'elle n'a même pas de but, peut-être que simplement elle a une trajectoire à suivre, donc ça va dépendre bien sûr de sa mission, mais elle se doit d'être autonome. Donc de fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on vous présente un peu comment elle va fonctionner, c'est-à-dire qu'elle va avancer, voilà. Si elle tombe sur un monde, eh bien elle va en piller vraiment toutes les richesses, toutes les ressources pour se les accaparer, et puis pour pouvoir continuer en fait son voyage. Donc c'est typiquement ce qu'on va retrouver à travers les flottes ruches tyrannides. On a exactement le même sentiment. Et en fait, il n'y a aucun respect pour, encore une fois, l'humanité, parce que dès que cette flotte va croiser en fait un vaisseau de commerce, humain, c'est-à-dire de l'Imperium, eh bien, la plupart du temps, le vaisseau va être arraisonné, ses ressources vont être réutilisées par la flotte, assimilée, et ainsi que tous les humains qui la composent, qui vont se retrouver, bon gré mal gré, embarqués dans cette croisade, étant donné que, bien évidemment, les buts de cette flotte Explorator sont bien plus importants que toute autre considération. Et après, quand une flotte approche d'un monde qui est soumis à l'Imperium, bon, elle va quand même pas attaquer le monde de l'Imperium, par contre, eh bien, elle va aller insidieusement, comme ça, essayer de récupérer un maximum d'informations, donc par des moyens un petit peu détournés, et puis, eh bien, si elle trouve qu'il y a peut-être des légendes, donc en interrogeant par exemple les gangers, etc., sur leur mythe, est-ce qu'il n'y aurait pas un artefact spécial qui serait une sorte de Graal sur chaque monde, et bien en fait, ils vont s'y intéresser pour récupérer justement ce qui pourrait être un STC ou ce qui pourrait être justement une technologie perdue, parce que chaque rumeur a un fondement a priori, et bien le but justement c'est de ne passer à côté de rien du tout. Donc c'est à partir du moment où il y a une rumeur sur un artefact mystérieux ou magique ou etc, et bien évidemment la croisade va intervenir, et puis ça peut bien sûr aboutir à quelques frictions entre les défenses planétaires et puis cette flotte comme ça qui vient apporter justement des armes et faire un petit peu sa guéguerre dans son coin, voilà. Donc malgré tout ça peut être quand même assez belliqueux, mais parfois il y a un avantage parce que cette flotte en fait va mettre à jour soit des cultes stealers locaux qui seraient incrustés en fait sur la planète, soit aussi des forces de subversion du chaos qui seraient aussi là. Donc malgré tout, de temps en temps quand même, c'est plutôt positif pour le monde qui se retrouve débarrassé de ça. Et puis voilà, après, une fois sa besogne accomplie, et bien la flotte continue en fait son travail. Alors j'avais déjà dit que j'aimais particulièrement en fait l'illustration de la flotte Explorator Omegon Cruciatus 54-9, et en fait son historique est assez intéressant. En fait, elle est là pour cataloguer l'ensemble de la biodiversité qu'il peut y avoir dans une zone, la cataloguer, la comprendre, et puis la faire disparaître. C'est ça qui est assez intéressant. On est vraiment complètement à l'opposé de ce qu'on peut voir parfois en réel, heureusement pour nous, où le but c'est de préserver en fait cette vie. Là, le but en fait c'est de l'exterminer, et surtout quand il y a des technologies qui pourraient être menaçantes justement pour l'Imperium. Et c'est toujours là qu'il y a cette ambiguïté. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas été abordé vraiment dans ces premières parties qui sont assez générales, mais je pense que dans certains mondes forges, on va le voir, mais il y a une méfiance en fait vers la technologie qui n'appartient pas à l'humanité, et autant certains peuvent avoir envie de l'étudier pour acquérir ses connaissances, d'autres en fait, quoi qu'il arrive, la repoussent vaillamment. Et donc j'espère que par la suite justement on va plutôt s'intéresser sur les mondes forges qui eux sont pas contre récupérer quelques petites technologies extraterrestres pour les adapter à l'humanité. Donc là on est sur le même schéma que les inquisiteurs radicaux et les inquisiteurs puritains qui, alors qu'ils ont le même but, vont utiliser des moyens complètement détournés pour y arriver. Alors maintenant on va rentrer dans le détail de chaque monde forge, et on commence bien sûr avec le number one, Mars. Donc Mars, c'est là où l'empereur est venu sceller justement son pacte avec le culte de la machine, et de ce fait, étant donné que l'empereur est considéré comme l'incarnation de la volonté de la machine, et donc l'Omni-Messie, et que les prêtres du culte Mechanicus vénèrent l'Omni-Messie, avoir reçu
l'incarnation de la divinité directement sur leur planète, fait que la plupart tous ceux qui vivent sur Mars ou qui servent Mars considèrent que, eh bien, ils ont ce statut en fait privilégié par rapport aux autres mondes forges et que de fait, eh bien, les mondes forges doivent plus ou moins allégeance en fait et le respect en tout cas à tout ce qui vient de Mars et y compris leur réalisation. C'est-à-dire que même si une réalisation peut-être un petit peu en dessous que celle de notre monde forge, eh bien c'est intolérable de le dire et que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas accepté en fait par le culte de Mars, étant donné que c'est eux qui détiennent la vérité absolue, donc on ne peut pas faire quelque chose qui serait mieux qu'eux sur un autre monde forge, voilà. Et ce qui peut conduire justement à des petits schismes et à des petites guerres intra-mechanicus, hein. Donc voilà, vous pouvez dire mon briquet est meilleur que le tien, hop, allez vas-y on va régler ça sur une table de jeu, c'est nickel, ça passe sans problème. Alors on va s'attarder quand même un tout petit peu sur Belisario Skull, qui est quand même le seul personnage nommé en fait du codex, tout simplement, et voilà une personnalité qui a été mise en avant assez récemment, parce qu'il est sorti avec Gathering Storm, donc c'est-à-dire au lancement, enfin fin V7, début V8, et donc depuis son historique un peu s'étoffe, il y a pas mal de romans qui sont sortis et qui le mettent en scène, et puis on apprend de plus en plus de choses sur lui. Et c'est vrai que, comme j'en parlais moi au début, la vision que j'avais de lui, c'était vraiment une sorte de vieillard en train de chercher à acquérir quelques connaissances, qui avait eu accès à des données de la part de Robert Guilliman pour créer en fait les Primaris, et puis voilà. Mais en fait, c'est vrai que cette vision, elle s'est beaucoup plus enrichie en lisant les romans, et en fait, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais j'en ai déjà parlé aussi. Donc si ça vous intéresse en fait un petit peu de voir Belisario Skull, eh bien je vous invite à aller voir cette vidéo, voilà, qui s'affiche en haut à droite de votre écran, parce qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes, dont les inférieurs. Les inférieurs, j'en parle un petit peu là, mais ce sont des clones de lui-même qu'il a créés afin de poursuivre en fait son travail, étant donné que malgré toute sa puissance de calcul, il ne peut pas être partout à la fois, et bien il a créé des clones qui sont censés agir selon son propre mode de pensée. Mais justement, il y a eu des brides d'informations où il pouvait être un petit peu défaillant. Ça, c'est vraiment quelque chose de très riche, et c'est là où justement, moi j'aime l'histoire qui évolue, parce qu'on a ces sortes de petites pépites comme ça qui peuvent sortir, on peut fantasmer dessus, imaginer des choses, créer des théories, et c'est beaucoup plus intéressant pour moi que quelque chose qui est figé avec un historique qui a été déjà fait en disant voilà comment ça s'est passé. Moi je préfère justement imaginer des histoires et puis me dire tiens, et si un inférieur se rebellait, et qu'est-ce qui pourrait arriver, etc. etc. Donc voilà, chose assez intéressante sur Belisario Skull. Alors puisqu'on est en plein dans le dieu-machine, eh bien je vous rappelle que le grand algorithme du dieu-machine YouTube apprécie beaucoup que vous mettiez un petit like, un petit commentaire, et comme ça permet à la vidéo de ressortir dans le grand algorithme du dieu YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas. Après, si vous avez envie bien sûr d'aider la chaîne, pensez aussi à un petit coup de tip. Moi ça me permet tout simplement de continuer à vivre de mes vidéos. Puis bien sûr on arrive à la fin de mois, donc je vais bientôt faire le tirage au sort qui permettra à un de mes tipeurs de gagner le lot de son choix parmi tous ces magnifiques lots que vous voyez ici présentement. Alors, pour les quelques qui ne le connaîtraient pas, je tiens à préciser quand même que c'est bien sûr Belisario Skull qui a créé la fondation Ultima, c'est-à-dire les Space Marine Primaris, et bon nombre de technologies, typiquement les répulsors, etc. Enfin, typiquement tout l'armement Space Marine qu'on peut avoir maintenant et qui est typé Primaris vient justement des créations de Belisario Skull. Alors, la particularité du monde forge de Lucius, c'est bien sûr qu'en fait il est creux, donc vous imaginez la planète vidée en fait de son noyau et à la place remplacée par un soleil artificiel qui a priori aurait été créé soi-disant par les technoprêtres, mais je ne pense pas, il est suggéré que l'origine en fait de ce soleil serait un peu différente et un peu plus mystérieuse. Alors Lucius a bien failli disparaître en fait de par l'explosion en fait de son noyau, mais depuis le culte Mechanicus a renforcé en fait son côté dogmatique et orthodoxe, et donc du coup ne cherche plus vraiment à dévier et à faire trop d'essais justement sur les technologies. Malgré tout, ce sont quand même des prêtres qui ont la caractéristique d'être un peu plus innovants. Voilà, donc c'est un trait qu'on va retrouver de par leur création. On va vous dire que tout ce qui vient de monde forge de Lucius, donc attention, on vient de parler de Mars, mais malgré tout, ce qui vient du monde de Lucius est censé être dans les plus raffinés, les plus recherchés, signes et gages de qualité. Et c'est là où, encore une fois, on va se heurter à la logique un petit peu classique de, à chaque fois qu'on va vous présenter quelque chose, on va vous dire, voilà, c'est le plus caractéristique dans un domaine,
alors que juste avant on a pu vous dire autre chose. Et c'est toujours un peu le souci en fait, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de facettes dans lesquelles on peut briller quand on construit des armes et qu'on s'appelle l'Adeptus Mechanicus, eh bien forcément ça va se marcher un petit peu dessus. Et pour continuer un peu dans cette logique aussi un petit peu étonnante, eh bien, on vous reparle en fait de la fois où l'esprit tyrannide, l'esprit ruche, de la flotte ruche Léviathan, est venu s'attaquer à la planète de Lucius. Donc déjà, on peut se poser la question de pourquoi la flotte tyrannide viendrait sur un monde de l'Adeptus Mechanicus, étant donné qu'il y a très peu de matière biologique et que, bien sûr, le côté machine n'est pas du tout intéressant pour une flotte ruche. Donc pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient en fait des ressources sur un monde aussi difficile à éradiquer que Lucius, qui est bien sûr extrêmement bien défendu, qui va demander vraiment beaucoup de ressources, alors qu'en fait le gain est très faible, étant donné qu'il n'y a que quelques serviteurs qui traînent un peu à la surface comme ça. Donc ça me paraît pas très crédible, surtout que eh bien, c'est une guerre d'usure qui s'engage entre Lucius et la flotte tyrannide, et alors pour faire briller justement Lucius, on vous dit que eh bien, Lucius allait récupérer en fait les composants mécaniques de tous les serviteurs tombés. Le côté biologique bien sûr était mangé par les tyrannides, voilà, ce qui était assez maigre. Et puis une fois que les tyrannides avaient consommé ça, eh bien les prêtres de Lucius récupéraient en fait tous les alliages, etc. pour refaire des serviteurs, et que dans cette guerre d'usure, eh bien les tyrannides en fait se sont trouvés perdants parce qu'ils étaient obligés de recycler en fait leurs vaisseaux en orbite afin de créer encore plus de guerriers, étant donné qu'il y avait très peu de ressources justement sur la planète. Alors, c'est pour ça que moi je m'interroge, hein. Bon, c'est pas parce que je suis joueur tyrannide, hein, pas du tout, mais je m'interroge, je me dis à un moment donné, l'esprit ruche, il va bien se rendre compte qu'il n'y a pas grand chose à y gagner, il va peut-être passer simplement son chemin, voire même ne pas y aller, hein, voilà. Mais bon, les gens qui écrivent le fluff ne doivent pas jouer tyrannide. Donc Agrippina, c'était le monde forge le plus, enfin qui est toujours hein, le monde forge le plus proche de Cadia, donc qui était voué principalement à fournir eh bien, la porte cadienne, beaucoup d'armements, beaucoup de munitions, etc. Bien sûr, maintenant que Cadia est tombé, eh bien Agrippina se retrouve un petit peu seule face aux forces du chaos, étant donné qu'ils sont proches de l'œil de la terreur, et bien sûr, eh bien, elle est en train de lutter farouchement et résiste vaillamment. Donc comment réussit-elle à résister? Eh bien c'est parce que toutes les forces en fait, toutes les forces de l'Imperium qui se voient perdre du terrain en fait, eh bien viennent vers Agrippina et viennent renforcer justement ces défenses qui sont colossales évidemment pour lutter contre les forces du chaos. Et puis il y a ce cycle justement, et on vous dit que Agrippina eh bien réussit à renouveler en fait ses cohortes d'ouvriers et de Skitari parce que eh bien il y a toujours cet afflux d'humains qui eh bien se trouvent tout d'un coup, face à la mort, un intérêt soudain pour le culte Mechanicus et préfère prier justement, se convertir en fait au culte Mechanicus plutôt que eh bien, de périr sous la botte du chaos. Alors je vous parlais des mondes forges qui avaient une différente appréciation quant aux recherches justement scientifiques, et Stygie 8 eh bien, en fait partie parce que déjà premièrement c'est un monde qui a failli disparaître lors de l'hérésie d'Horus et qui n'a été sauvé pas par l'intervention des forces de l'Imperium, mais par l'intervention des Eldari. Et bien sûr, c'est un secret qu'il vaut mieux cacher aux yeux de l'Imperium, parce que se dire qu'on a été sauvé par une menace au Xéno, c'est pas forcément la première chose que vous mettez en avant. Alors suite à cet état de fait, eh bien, les prêtres de Stygie se font appeler les Xénarites, ou s'appellent entre les Xénarites, c'est-à-dire qu'ils vont aimer justement étudier les technologies extraterrestres, et c'est justement le monde sur lequel on va vraiment s'intéresser aux technologies Tau, technologies Drukhari ou à d'autres factions un petit peu plus anecdotiques, mais en tout cas il y a vraiment cette recherche d'études sur la technologie Xéno. Alors comme là aussi c'est quelque chose qui est proscrit dans l'Imperium, eh bien les technoprêtres de Stygie vont essayer de s'auréoler de mystère et dissimuler bien sûr leur but véritable et leur recherche, ce qui donne une sinistre réputation à Stygie 8. Donc Greyas, c'est un monde forge qui est assez intéressant parce qu'il a une particularité première, c'est qu'une grande couronne, tel un anneau en fait, comme les anneaux de Saturne ou comme les anneaux justement autour de Mars, entoure en fait la planète. Et c'est à l'intérieur qu'il y a tous les centres de fabrication d'armements, de recherche technologique, etc. Et la particularité incroyable, c'est que cet anneau en fait peut voyager à travers le warp et aller sur d'autres mondes. Donc c'est quelque chose qui est incroyable, bien sûr, vu les technologies de l'Imperium. Cette technologie est bien sûr gardée farouchement par les technoprêtres de Graia,
qu'ils ne la partagent pas. Bien sûr, ça a attiré l'attention et des entités Warp, donc ce qui veut dire beaucoup de combats, et aussi des Necrons qui s'intéressent justement à ce pouvoir assez étonnant de la part de l'humanité. Mais malgré tout, Graia tient à continuer d'utiliser cet anneau, car ça lui donne bien sûr une flexibilité et un avantage incommensurable. Alors comment il va être utilisé? La plupart du temps, les flottes d'exploration recherchent en fait, balisent un petit peu l'espace et vont trouver des mondes qui peuvent être utilisés et j'allais dire raffinés, mais qui peuvent être pillés en fait de leurs ressources. Et c'est à ce moment-là que l'anneau de Graia va se mettre autour de ce monde-là et aspirer inlassablement en fait toutes les ressources, donc c'est-à-dire miner la planète. Là encore une fois, le parallèle avec les tyrannides est extrêmement facile à faire. C'est la même chose, sauf que là, eux, ils viennent piller justement toutes les ressources minérales. Donc peut-être qu'on pourrait faire une team Graia Tyrannide où chacun viendrait se mettre d'accord. Donc toi, tu prends le côté biologique, moi je prends le côté minier, et puis voilà, on mange à chaque planète. Hérésie, comment ça, hérésie? Après, un autre trait caractéristique de Graia, c'est leur détermination en fait. On vous dit que leurs soldats ne vont jamais faillir. Bon, un petit peu comme tous les soldats de l'Imperium et de tout ce qu'on peut lire un peu partout, mais bon voilà, eux sont encore plus déterminés et ne vont même pas réfléchir et aller avancer au devant de la mort, ce qui de temps en temps leur permet d'arracher la victoire et parfois cause en fait des pertes incommensurables, mais qui ne sont de toute façon que des lignes statistiques pour les technoprêtres de Graia. Alors Metallica, c'est un monde forge qui est à 100% constitué en fait d'usines. En fait, il n'y a vraiment plus aucune trace biologique. Là encore, on est dans le encore plus, vous voyez, alors que déjà, les autres mondes forges, a priori, n'ont pas beaucoup de résidus biologiques à leur surface. La même Metallica, là, c'est vraiment 100% métallique, d'où son nom de Metallica. Alors, de ce fait, dans le codex, on va pas avoir beaucoup de détails en fait sur Metallica, de fait que ce soit justement la faction et le monde forge qui soit au cœur de la nouvelle campagne, les mondes de Charadon. Et de ce fait, on n'apprend pas grand chose, si ce n'est encore une fois, qui sont la proie des attaques de la Death Guard. Alors on va préciser quand même que Metallica, c'est un des mondes forges qui s'éloigne le plus de l'influence de Mars, de par déjà sa couleur, étant donné que le rouge, qui justement est censé faire honneur à la planète rouge, Mars, est mis un petit peu caché, est mis sous les robes en fait pour être noyé par le blanc et la pureté de Metallica, qui pense que la suprématie bien sûr et la biologie doit encore une fois disparaître par rapport à la pureté de la machine, et ça se voit de fait dans leur tenue. Alors Risa, c'est le monde forge qui est connu pour tout ce qui est armes à plasma, donc le Lemandos Executioner, le Stormblade, voilà, tout ce qui est summum en fait de la technologie plasma vient de Risa. Et Risa, c'est une planète qui est en train de se battre contre deux WAG orques directement, donc c'est un monde qui est constamment en guerre, comme tous les mondes de l'Imperium encore une fois, mais là beaucoup plus, et on connaît l'appétit en fait des orques pour justement le combat, et étant donné que Risa résiste bien malgré tout, ça attire encore plus d'orques et ça crée comme ça un cycle de violence sans fin. Alors c'est quelque chose que les prêtres de Risa justement acceptent avec plaisir en fait, parce que ça leur permet de tester leurs armes sur le terrain, et en fait ils se contentent en fait de noter statistiquement, donc à chaque perte en fait est notée, on analyse pourquoi il y a eu une défaite à tel endroit, pourquoi cette arme là fonctionne un peu moins bien, on peut tester de nouvelles armes, se rendre compte qu'elles fonctionnent bien, les utiliser ailleurs, et en fait ils sont très contents que leurs adversaires comme ça viennent directement sur leur terrain pour qu'ils n'aient pas à aller trop loin pour tester leur nouveau joujou. Alors autre particularité, c'est que étant donné que les orques en fait ne vont pas non plus s'arrêter devant quelle que soit la puissance de feu, souvent ça va se terminer au corps à corps, et de ce fait les Skitarii du monde Risa sont plus enclins à combattre au corps à corps, et étant donné que justement les orques se battent au corps à corps, ça permet de développer les routines de combat, et les technoprêtres se félicitent d'avoir des Skitarii très efficaces en combat au corps à corps. Alors le monde forge de Triplex Fall, lui, est connu pour... alors c'est assez paradoxal le fait qu'il soit reconnu pour ça, mais il est connu parce qu'il possède en fait beaucoup de SCS qui sont inconnus de tous les autres mondes forges de l'Imperium. Donc en fait c'est ça que je trouve assez étonnant, c'est que on sait qu'ils ont les secrets, on sait que c'est la quête principale du Mechanicus, mais du coup c'est ce qui les rend célèbres, mais tu veux partager? Non, ok, pas de souci. C'est même assez étonnant parce que même Mars le sait en fait, et Mars en fait sa seule action ça va être d'accompagner les flottes explorateurs de Triplex Fall pour s'assurer qu'ils partagent leurs connaissances.
alors que très honnêtement, je pense que ce serait beaucoup plus naturel que Mars envoie justement une flotte sur Triplex Fal pour récupérer elle-même en fait et faire revenir en fait dans le giron de la planète rouge tous les SCS qui sont découverts justement par Triplex Fal. Mais bon, donc toujours est-il que, eh bien, si vous cherchez une flotte un petit peu mystérieuse avec des technologies encore plus secrètes, Triplex Fal est fait pour vous. Alors Deimos était à l'origine un satellite naturel de Mars qui a été relocalisé en fait sur Titan pour pouvoir fournir un monde forge 100% dédié à fournir en fait des armes et de l'équipement pour le chapitre des Chevaliers Gris. Donc là aussi on est sur un monde bardé de secrets parce que l'existence même des Chevaliers Gris ne doit pas être connue au sein de l'Imperium ni au sein du culte Mechanicus, et il en va de même du coup des secrets des prêtres de Deimos qui doivent préserver leurs secrets et des Chevaliers Gris et de l'Imperium en général. Donc on a une sorte de cohabitation secrète où chacun ne dit rien et où il y a aussi des maisonnées de chevaliers qui sont là et qui ont fait vœu de secret justement pour ne rien révéler. Mais voilà, tout ce petit monde fonctionne en symbiose et puis défend l'Imperium dans son ensemble et le culte de la machine en l'occurrence aussi contre les forces en fait du chaos. Donc bien sûr de ce fait Deimos est spécialisé sur tout ce qui est armement anti-psy et anti-psycheur. Alors Vos Prime pour moi c'est un monde qui manque un petit peu de charisme aussi bien dans le développement en fait de son historique. Donc c'est tout simplement un monde forge qui est rattaché la main droite de Mars, voilà, donc qui est rattaché en fait à Mars. Bon déjà ça sous-entend que son historique à lui seul est pas assez fort, et sa particularité c'est que ce monde est entouré d'une grande ceinture d'astéroïdes qui s'appelle la ceinture de Mordon, et en fait à l'intérieur le monde forge puise inlassablement en fait des ressources. Donc ce type de ressources est a priori a l'air inépuisable, pour l'instant bien sûr il le sera à un moment donné, mais c'est vrai que malgré des millénaires en fait de pillage de ressources, la ceinture est toujours utile. Et en fait la particularité ici c'est que chaque planétoïde, une fois qu'il a été vidé de ses substances utiles, est transformé en base autonome d'armement ou de défense, ce qui rend en fait la planète extrêmement bien protégée, que ce soit par les raids du chaos, on imagine des xénos ou des forces chaotico-démoniaques. Mais bon après il précise quand même qu'il existe un point faible, et que ce point faible c'est la technologie plasma en fait qui n'est pas bien maîtrisée par Vos Prime, mais que malgré tout en fait Vos Prime ne demande pas l'aide de Mars sur ce sujet, ce qui sous-entendrait que la main droite ne serait pas si alliée que ça en fait à Mars. Voilà. Bon, c'est un petit truc qui plane, mais bon franchement pas de quoi vraiment s'enflammer. Alors Griffon 4 s'appelle la Forge perdue. Pourquoi? Parce que elle a subi de plein fouet en fait l'assaut de la flotte russe Léviathan. Donc là pas mal de parallèles avec les tyrannies dans ce codex, et en fait les prêtres pensaient qu'ils pourraient quoi qu'il arrive triompher de l'adversité des tyrannides, et se sont entêtés à rester sur place, à ne pas quitter leur installation. Donc on imagine qu'à travers tout l'Imperium, ça aurait été forcément le même credo en fait. Donc au final, pourquoi eux plus qu'un autre? Après voilà, l'idée c'est que eux ont perdu en fait, et que simplement à la fin, les derniers technoprêtres ont échappé à la destruction de leur monde et se sont enfuis avec quelques Skitarii et les connaissances qu'ils avaient pu sauver. Donc voilà, on imagine bien qu'à partir de ça, Griffon 4 maintenant doit être complètement relégué. Enfin, vous voyez, on imagine l'intérêt de quelques scientifiques, enfin de quelques technoprêtres, pardon, je ne faut pas dire scientifiques, quelques technoprêtres qui se seraient échappés comme ça, avec quelques secrets, bon, à moins de rallier un autre monde forge, et puis de se retrouver intégrés directement, là on a du mal à imaginer qu'ils puissent encore recréer une industrie, etc., des choses qui avaient duré depuis des milliers d'années jusqu'à présent. Alors après, le codex se termine sur un petit récit qui honnêtement n'est pas forcément très intéressant, c'est simplement que vous voyez des cavaliers, voilà, pour mettre en avant un petit peu la nouvelle unité, peut-être, je ne sais pas, en tout cas sur une double page. Honnêtement, le texte aurait pu être beaucoup plus rapide, tout simplement, voilà, les forces du Mechanicus prédisent à l'avant l'apparition d'araignées spectrales, et puis voilà, triomphe, tout simplement, des araignées spectrales, alors qu'une seule volée de filaments, oh, non, mais ça c'est mon côté Eldar, on n'en parle plus, voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo fluff. Moi ça faisait longtemps que je voulais faire du fluff, et là je suis vraiment content de revenir dessus, parce que c'est un des aspects moi qui me plaît le plus dans le jeu, avec bien sûr les décors, les tables, les figurines, et puis les amis, et la raclette, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Pensez au petit like, au petit commentaire, et puis rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt.